L'œil de l'expert aujourd'hui, c'est Christelle Bardet. Bonjour Christelle Bardet. Bonjour. Vous avez publié Quand maman plantait des brosses à dents. C'est un livre qui nous avait beaucoup touchés. Il était paru en grand format. Il vient tout juste de paraître en collection de poche aux éditions Mon Poche. La semaine pour la recherche pour la maladie d'Alzheimer, décidément, vient de se terminer la semaine dernière. On a beaucoup entendu le professeur Dubois, on a beaucoup entendu parler les médecins sur la recherche. Et avec vous, ce matin, j'avais envie de revenir sur le rôle des aidants, des accompagnants, parce que vous racontez dans ce livre, et de façon à la fois émouvante et drôle, oui, parce que ça peut parfois occasionner des situations cocasses d'avoir un proche atteint par la maladie d'Alzheimer. Parlez de ses proches. Vous, c'est votre maman qui a eu la maladie d'Alzheimer assez jeune et vous l'avez accompagnée pendant 14 ans, c'est cela ? Oui, alors en fait, elle a été diagnostiquée à 57 ans. Donc les prémices de la maladie étaient apparues quelques mois plus tôt et le diagnostic est tombé assez rapidement. Alors c'est vrai que la famille et les aidants pour accompagner un malade d'Alzheimer est un maillon essentiel de la chaîne et de la prise en charge, parce que c'est toujours l'aidant le plus proche qui partage le quotidien et qui souvent assiste aux scènes et qui malheureusement doit y faire face avec plus ou moins de difficultés. Oui, vous, ça a été encore plus douloureux puisque votre maman était jeune. Vous racontez ce parcours du combattant qui est le placement d'un proche dans un établissement quand on ne peut plus les garder à domicile. C'est parfois extrêmement compliqué, c'est même souvent très compliqué. C'est très compliqué parce que c'est un peu le symbole ultime de l'impuissance qu'on a face à la maladie. Alors moi, ma mère a été effectivement diagnostiquée très jeune, ce qui fait aussi qu'elle mettait beaucoup d'énergie à des pulsions créatrices comme des pirouettes et beaucoup de situations très cocasses, parce que c'était une femme très drôle, athlétique, en pleine forme, avec une force de vie très importante. Et du coup, on a traversé pas mal de situations très drôles, très tristes, mais un jour, il a fallu se rendre à l'évidence qu'elle ne pouvait plus rester à domicile. C'était pour sa sécurité. Oui, c'est un moment douloureux à passer. Oui, on va y revenir. Quand maman plantait des brosses à dents, pourquoi ce titre pour nos auditeurs ? Je n'ai rien inventé. C'est elle qui avait décidé de faire cette activité. Alors, auparavant, elle s'occupait de ses géraniums et de ses fleurs. Et puis un jour, c'est bien symbolique aussi de la confusion qu'on a dans cette maladie, parce qu'une brosse à dents, ça peut ressembler, ça a une forme de fleur avec la tige. Donc elle avait décrété que c'était très joli dans son jardin, donc elle, dans ses balconnières. Donc on en avait des dizaines plantées, toutes les poils vers le ciel. Alors la première fois, je me suis énervée, puis je les ai enlevées, et puis petit à petit, j'ai accepté et j'ai fini par prendre du plaisir à la regarder s'occuper de son jardin. Vous êtes extrêmement active auprès des associations, vous intervenez régulièrement, parce que cet aspect-là, ça fait assez peu de temps qu'on en parle, de la prise en charge, de l'accompagnement, de ce que peuvent ressentir les proches. On parle souvent de la maladie, des recherches, des progrès, mais assez peu du quotidien des aidants et de ce qu'ils vivent et de la difficulté qu'ils rencontrent. Alors oui, moi je suis impliquée dans deux types de démarches avec la Fondation pour la recherche sur Alzheimer, qui elle permet de lever des fonds et pour faire avancer la recherche. Et là on commence à avoir de l'espoir. On n'a pas encore de traitement, mais on s'en approche tout doucement. D'où l'importance aujourd'hui de continuer à lever des fonds. Et je suis aussi très proche. Je suis au conseil d'administration de France Alzheimer Rhône. Il y a des antennes régionales un petit peu partout en France, et eux font vraiment un travail formidable d'accompagnement, d'écoute et de formation aussi des aidants, parce qu'on ne naît pas aidant comme ça, on n'a pas les clés du jour au lendemain. C'est un long apprentissage. Il est important de connaître les rouages et les mécanismes de la maladie pour connaître un peu les parades et savoir comment réagir en fonction des situations, parce qu'elles sont multiples. Comme on n'a pas deux malades d'Alzheimer pareils, parce que tout est lié aussi à leurs histoires, à leur personnalité. C'est une maladie très pernicieuse et qui
pour l'aidant peut paraître très brutal. Et c'est important d'avoir les clés pour savoir comment faire face. Puis il y a différentes formes de maladies d'Alzheimer, ou en tout cas de troubles qui s'apparentent à la maladie d'Alzheimer, mais qui sont extrêmement déroutants, avec des accès de violence parfois, avec il y a énormément de manifestations, et encore une fois, pour la famille, y faire face est toujours assez déroutant. Oui, c'est déroutant. On va prendre l'exemple de l'agressivité parce que c'est un exemple qui revient souvent. Il faut aussi comprendre que l'agressivité est une conséquence d'un manque de perception de la personne malade. C'est-à-dire qu'elle fait toujours suite à une incompréhension, à une situation que le malade ne sait pas gérer. Et en réaction, il a cette agressivité. Donc, une fois qu'on a déjà ce petit élément, c'est plus facile soit de faire diversion, soit de comprendre ce qui se passe, pourquoi le malade a cette réaction, et à ce moment-là, d'arranger les choses pour ne plus exposer la personne à cette incompréhension-là. C'est pas nécessairement une agressivité qui se manifeste contre l'aidant ou contre. Il faut bien comprendre que c'est la manifestation d'une angoisse et de quelque chose qu'il ne comprend pas. Comment est-ce qu'on fait pour trouver un établissement? Vous le racontez assez bien dans le livre, avec des situations, avec des établissements où ça a été particulièrement épouvantable. Comment on fait pour choisir un établissement, pour placer son proche? Est-ce qu'il faut forcément avoir de l'argent? Est-ce que les plus chers sont forcément les meilleurs? Alors, pas nécessairement. On parle souvent, et j'aime bien le personnel médical qui utilise le mot prise en soin plutôt que prise en charge, parce que le mot charge, c'est bien symbolique de tout ce que ça représente. Maintenant, j'ai envie de dire, il n'y a pas de recette miracle. C'est comme quand on recrute une auxiliaire de vie ou quand on recrute quelqu'un. On est sur l'humain. Donc, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de feeling. Il y a la visite beaucoup au niveau des établissements. Voilà, après, il y a des gens formidables, il y a des gens dont c'est la vocation et que je veux saluer aujourd'hui. Et puis, il y a des structures où c'est plus compliqué, mais qui sont parfois aussi victimes d'un système, parce que ce n'est pas que des gens qui ne sont pas faits pour ce métier, c'est aussi des gens à qui on donne pas les moyens de travailler, à qui on demande de faire 8 toilettes en 2 heures. Ouais. C'est-à-dire, voilà, quand on a 10 minutes pour faire la toilette de quelqu'un qui est à moitié grabataire, c'est compliqué d'avoir une relation et d'avoir des gestes qui sont adaptés. Donc, c'est tout un système qu'il faut repenser, qu'il faut revoir. Mais voilà, tout le monde y travaille et je pense que la volonté est là. Maintenant, pour l'instant, les dérives, elles existent et il faut essayer de les combattre, bien évidemment. Ce qui est formidable dans votre livre, c'est que vous racontez cette relation différente que vous avez nouée avec votre maman, parce que quand on n'est pas confronté à la maladie, on se dit mais à quoi bon vivre, à quoi ça sert, est-ce que finalement cette vie n'est pas une vie sans intérêt? Et vous démontrez le contraire, et vous êtes même extrêmement choqué qu'une personne à un moment vous dise mais si tu veux, on peut trouver une solution, je peux t'aider pour abréger ses souffrances. Et en fait, souvent, les gens qui sont confrontés à des proches qui ont la maladie d'Alzheimer parlent de cette relation très particulière qu'on peut avoir avec un proche, un parent qui est atteint de la maladie. Après, le discours assez brutal de on ira en Suisse, on l'entend régulièrement autour de nous. Enfin, quand on discute de ça, vous avez une personne sur 2 qui vous dit non mais moi si ça arrive, je laisserai pas ça à mes enfants, je vais en Suisse et puis on en finira parce que personne ne peut vivre comme ça. J'ai envie de dire oui, parce que c'est la manifestation d'une angoisse qu'on a par rapport à notre propre fin de vie et à ce qu'on va laisser à nos proches. Mais c'est aussi un manque d'information éloquent, parce que déjà, ça se passe pas comme ça. On n'emmène pas quelqu'un en Suisse. Voilà, ça ne se passe pas comme ça, et encore moins en France, puisque c'est interdit. Mais c'est aussi un apprentissage, un long chemin, mais un beau chemin d'évolution et de chemin sur lequel l'aidant va se trouver et apprendre et accepter et à savoir reconnaître les jolis moments et vivre dans la magie de l'instant. Voilà. On a des fulgurances. Ouais. Des fulgurances qui peuvent être étonnantes, qui peuvent être magiques, qui peuvent être très belles. Et c'est une autre forme de communication. Moi, les mots ont fini par disparaître
mais on a trouvé des regards, on a trouvé des gestes et on a passé des moments très heureux. Voilà, je martèle toujours le message qu'on peut être malade d'Alzheimer et être heureux, ce n'est pas incompatible. Oui, il y a un très très beau passage où vous racontez que sur la fin de sa vie, vous avez décidé de l'emmener au bord de la mer et on voit qu'elle comprend, elle ressent des choses. Donc cette attention, ces soins sont importants. Encore une fois, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle ce matin. Au-delà de la recherche, il y a évidemment là des auditeurs qui nous posent des questions sur la recherche. La recherche, c'est important, on peut en parler, mais ce quotidien qui est vécu par 800 000 personnes aujourd'hui en France qui ont la maladie, donc autant de proches qui sont touchés, c'est 140 000 nouveaux cas chaque année. Il est quand même urgent de parler du quotidien de ces gens-là. Bien sûr qu'il est urgent et il faut aussi trouver des solutions de répit pour être capable d'avoir l'énergie, la créativité, l'humour aussi pour être capable de faire face et d'accompagner. Voilà. Mais être seul 24 heures sur 24 avec une personne, voilà, c'est difficile quand même. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire ce périple et c'était pas facile. Hein. On a aussi galéré. Ça fait aussi partie de l'histoire. Mais voilà, il faut pouvoir être capable de gérer cette énergie et de savoir recharger les batteries, peut-être en passant le relais parfois, pour revenir encore plus fort et plus armé. La recherche, on entendait que certains médecins la semaine dernière, donc à l'occasion de cette semaine, dire qu'on était sur la bonne voie, qu'il y avait des progrès qui étaient faits. Vous tenez au courant évidemment de toutes ces avancées? Oui, évidemment. Et puis on a l'espoir parce que là, alors c'est sûr que le professeur Dubois parlerait beaucoup mieux que moi, mais on est proche quand même, voilà, de trouver. Alors, peut-être pas un traitement, mais voilà, peut-être que d'ici 10 ans, on aura vraiment des solutions à proposer aux malades, parce qu'aujourd'hui, on n'en a aucune. Oui, il y en a aucune. Il y a tout de même une prévention qui est possible aujourd'hui, ou en tout cas, ce qui a été le message aussi la semaine dernière, d'alerter sur les premiers symptômes et de consulter assez vite. Il y a des médicaments qui aujourd'hui peuvent retarder, ou en tout cas, non. Absolument, oui, on peut ralentir. On a quand même quelques pistes. C'est sûr que les messages de prévention de la maladie, c'est un peu comme ceux du cancer. C'est voilà, ne pas trop boire, sortir beaucoup, garder un lien social, et puis faire attention à son hygiène de vie. Qu'est-ce qui revient le plus quand vous animez des conférences, quand vous êtes là, qu'on vous pose des questions? On sent le poids et surtout une grosse culpabilité. Et moi, j'ai écrit ce livre aussi pour déculpabiliser les aidants, parce qu'aujourd'hui, il faut avouer que c'est compliqué, c'est difficile, et que dire qu'on n'est plus capable de faire face n'est pas une faiblesse, n'est pas une capitulation, au contraire, c'est une force de savoir passer le relais et donner la main, parce que personne ne peut endurer ça seul. Personne. C'est important. Encore une fois, donc votre livre qui s'appelle Quand maman plantait des brosses à dents, qui donne le ton du livre. Vraiment, je le recommande à tout le monde, parce qu'à la fois c'est votre histoire, celle de la relation avec votre maman, c'est l'histoire aussi des accompagnants de la maladie, de ceux qui ont la maladie d'Alzheimer, et puis avec des choses assez drôles quand votre maman passe devant une télévision, qu'elle sort de la douche et qu'elle a une serviette devant elle pour pas qu'on la voit. Donc il y a des moments d'humour, et c'est important de le dire. Vous voyez, Stéphane dit c'est très beau ce titre. Oui, c'est très beau ce titre, et le livre lui-même est très beau. Merci beaucoup Christelle Bardet d'avoir été avec nous. C'est en collection de poche, donc c'est la collection Mon Poche. Ça ne coûte pas cher et vous passerez un moment tout à fait intéressant. Sylvie nous dit le rôle des aidants auprès d'un proche n'est malheureusement aujourd'hui pas reconnu, ou très peu. C'est un sujet tabou. Oui, vous avez raison, et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle ce matin. Merci à vous Christelle Bardet. Quand maman plantait des brosses à dents, votre livre dans la collection Mon Poche. Nous